peut-être un mot, Stécie Algrin, sur cette question de la communication aussi, peut-être. Ça, c'est un truc dont on commence un petit peu à parler. Le temps qu'on a perdu à mettre le focus sur les petits gestes citoyens et à dire que c'était nous qui allons changer le monde, alors qu'on a un tiers de la capacité aujourd'hui de réduction des émissions. En fait, c'est une stratégie qui est bien connue des entreprises aujourd'hui, de nous expliquer que, regardez, eux, ils ont fait leur part en faisant en sorte que nos produits soient recyclables et que maintenant, c'est à nous de changer notre comportement. En fait, c'est juste pour gagner du temps. Et ils continuent à le faire. On a eu la même chose sur les pailles aussi. On a focus tout le problème des déchets dans les océans sur les pailles, alors que c'est une quantité infime et qu'il y a de plus en plus d'études qui commencent à montrer qu'en fait, une grosse partie de ces déchets plastiques, en fait, c'est des filets de pêche qui sont des filets fantômes, entre guillemets. Donc, c'est juste des industries qui se protègent derrière nous. Et c'est aussi à nous d'aller faire ce travail d'éthérer les informations. C'est pour ça que les médias sont de plus en plus importants et que les influenceurs, les vulgarisateurs sont aussi importants. C'est pour mettre en lumière toutes ces choses qu'on essaye de nous cacher et ce gros enfumage qui est orchestré par les industries. Et alors, sur ce sujet, je vous invite à la lecture du livre de Flore Berlingen qu'on avait rencontré dans ce cadre-là, ancienne directrice de Zero Waste France et qui avait écrit un livre, peut-être y faites-vous référence d'ailleurs, effectivement Stécie, sur toutes ces questions-là. Et on avait eu un entretien passionnant avec elle dans le cadre d'une des précédentes Petites Leçons de Ville cette année. Petites Leçons de Ville organisée par le CAIE de Paris, dirigée par Laurence Dufort, qui ne doit pas être très très loin d'ici. Qui est là, voilà, et qui va nous rejoindre, tiens, si elle le veut bien. Je l'avais prévenu, mais pas de façon hyper claire, mais je lui avais dit, bon, peut-être qu'on fera un truc, et je pense que c'est le moment. On a encore quelques bonnes minutes devant nous. Et bonsoir, Laurence. Et le micro est allumé. Voilà. Bonsoir. Et je voulais que vous nous rejoigniez, Laurence, parce que on va continuer la discussion. On va présenter, je le disais tout à l'heure, l'initiative menée par Stécie Algrin, les initiatives, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs, et puis on va parler aussi de son parcours en particulier. Mais avant cela, peut-être juste un mot, et on va avoir l'occasion d'en discuter dans la demi-heure qui nous reste sur ces petites leçons de ville, donc, dont on est ce soir à la 10e séance du 10e cycle, voilà, donc ça commence à faire pas mal. Peut-être juste un mot sur tous les échanges qu'on avait là à l'instant, qu'on va réavoir juste après. Ils sont assez représentatifs de ce qu'on a chaque mois dans le cadre de nos discussions. C'était ça un petit peu la volonté de ce cycle 10 ans pour tout changer, et peut-être plus largement en fait des petites leçons de ville, que de créer un dialogue entre des personnes qui arrivent avec des choses précises à dire et des personnes qui viennent d'un côté les écouter, mais peut-être aussi transmettre une expérience, raconter un petit peu un témoignage. C'est la rencontre entre des gens qui ont travaillé sur un sujet et des gens qui se sentent concernés par ce sujet et qui ont envie d'en entendre parler. Oui, David, c'était exactement ça. Tout à fait. C'est tout à fait l'ambition de ce cycle. En fait, c'était un casse-tête quand même de traiter ces enjeux d'adaptation de la ville au défi du changement climatique en 10 séances, parce que le spectre des sujets à traiter est quand même monumental. Donc forcément, c'était très frustrant et très réducteur. Mais pour chacun des sujets qu'on a choisi d'aborder, on a invité à chaque fois un expert sur une entrée thématique pour éclairer les citoyens et justement lutter contre cet enfumage permanent, essayer d'apporter des données concrètes et objectives sur chacun de ces sujets-là, et puis à chaque fois inviter des individus ou des professionnels ou des acteurs associatifs engagés à faire part de leur expérience, et puis à montrer qu'on pouvait s'engager individuellement ou collectivement pour faire bouger les lignes et faire en sorte que les choses changent, parce que les dernières annonces du GIEC nous montrent que c'est urgent, nous confirment et nous confortent dans cette perception des choses. Donc l'enjeu, c'est qu'on se mobilise collectivement. Donc c'était tout à fait ça l'objectif. Et je voulais vous demander de venir participer à cette dernière partie de notre discussion aussi, parce que, vous l'aurez compris, on ouvre le débat et je me disais que votre témoignage ne serait pas inintéressant, et notamment peut-être pour faire référence aux précédentes petites leçons de ville, ou plus largement aux actions du CAIE de Paris qui, on l'aura compris, et notamment ces dernières années, s'est beaucoup engagé sur toutes ces questions-là. Et on l'a vu avec le témoignage précédent sur les ateliers avec les collégiens notamment.
Et on en vient à notre dernier temps de cette petite leçon de ville ce soir, donc le témoignage comme on l'appelle. Et ce soir, c'est vous, Stécie Algrin, qui nous le proposez. Je rappelle, hein, vous êtes activiste pour le climat, fondatrice de Penser l'après, fondatrice aussi du newsletter qui s'appelle La Corneille. Vous allez nous raconter tout ça. Peut-être dans un premier temps, enfin tout à l'heure, vous allez nous dire... comment à travers toutes ces structures-là, à travers toutes ces initiatives-là, vous essayez d'inciter autour de vous à faire, mais puisque je l'ai annoncé déjà il y a un bon moment, pour commencer, si vous voulez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous avez eu ce déclic-là, comment est-ce que vous étiez sensibilisé à toutes ces questions-là jusque-là, et à quel moment vous avez décidé de vous mettre à l'action? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a, je pense, une vision sur les écolos. C'est que forcément, ils s'engagent parce qu'ils ont grandi à côté de la nature, avec des grandes montagnes derrière chez eux, et que du coup, ça les a pas mal inspirés. Moi, c'est un petit peu tout le contraire qui s'est passé. C'est parce que j'ai grandi dans une ville qui était un petit peu témoin de tous les ravages de ce qu'on peut faire en tant qu'humain avec notre activité, que ce soit économique, industrielle, etc. Parce que je viens d'une petite ville du sud de la France qui s'appelle Perlétan, donc entre Aix et Marseille. Et en fait, c'est la deuxième concentration de sites pétrochimiques en France. Le site Céveso, donc c'est une norme industrielle, un site très dangereux. Et donc j'ai grandi avec, juste derrière chez moi, donc vraiment à côté de ma maison, un site pétrochimique. On avait régulièrement des séances de torchage. Donc c'est des moments où la nuit, quand tout le monde dort, quand il y a un petit peu de vent, et qu'on a des problèmes techniques, on relâche absolument tout ce qu'il y a dans les cheminées. Donc évidemment, il y a des composants qui sont toxiques, qui sont cancérigènes. Et on s'est retrouvé avec un taux de cancer qui est 2 fois la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on est à peu près avec 12-14% pour les femmes de taux de cancer. Cancer de la thyroïde, cancer des ovaires, etc. Et donc, ce n'était pas des sujets qui me touchaient parce que j'étais jeune, que j'étais en super santé, etc. Voilà. Vous êtes encore en super santé, il n'y a pas de problème. Ouais, tout va bien. Je ne me suis pas fait écrabouiller par la pancarte. Du coup, forcément, il y avait les impacts sanitaires, mais aussi des impacts environnementaux, puisqu'on avait un étang qui était absolument incroyable d'un point de vue biodiversité. Aujourd'hui, il est affreux. Vous rentrez dans la ville, vous pincez le nez parce que c'est absolument dégueulasse. Et donc, il s'est trouvé qu'à partir de mes 19 ans, j'ai commencé à être malade, donc une maladie chronique inflammatoire. Et là, ça a augmenté, etc. Et au fur et à mesure des années, je me posais pas trop de questions. Je me disais que ça allait partir parce que j'avais connu une enfance avec une super santé. Il s'est trouvé que non, c'est pas passé. Et donc j'ai dû mettre en pause mes études pendant 1 an pour aller à l'hôpital, de façon très régulière. Et donc j'ai décidé de me poser des questions un petit peu sur déjà mon mode de vie. Est-ce que je faisais assez de sport? Parce que forcément, les campagnes de communication aujourd'hui, elles nous font comprendre que si on va pas bien, si on est en mauvaise santé, c'est parce qu'on fait des choix qui sont pas bons pour nous, parce qu'on mange n'importe quoi, parce qu'on fait pas assez de sport. Et donc ça a été ma première étape. Ce que je mangeais, est-ce que je bougeais assez? La pilule aussi, parce qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien et on nous explique pas que ça a un impact absolument néfaste sur notre corps. Et enfin, le dernier truc que j'ai fait, c'est que j'ai levé les yeux au ciel et que je me suis aperçue qu'en fait, il y avait des cheminées depuis tout ce temps qui étaient en train de me tuer aussi, parce que ça pollue et que ça a un impact sur notre santé d'un point de vue atmosphérique et ce qu'on respire et également ce qu'on ingère parce que l'eau également va être polluée. Et donc ça a remis un petit peu tout en question et je pense que comme beaucoup de militants ou de personnes engagées aujourd'hui, ça commence par sa vie personnelle. Il y a un truc qui nous arrive, il y a un jour une prise de conscience. Donc j'ai commencé moi avec ma vie quotidienne et en fait c'est un petit peu un fil rouge qu'on tire et on s'aperçoit que c'est une pelote de laine tout emmêlée au bout et ça s'appelle le système, le capitalisme, le patriarcat et tout ça fait que c'est pas uniquement à l'échelle individuelle que ça se passe. Et ça on met un petit peu de temps à le comprendre, on met un petit peu de temps à aussi je pense faire ce cheminement de se dire que c'est pas quelque chose qui n'est pas dépassable, qu'en se renseignant, qu'en travaillant, qu'en militant, on peut avoir un petit impact là-dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des études en politique environnementale à Sciences Po, parce qu'on m'avait dit que la politique, c'était un moyen de changer le monde. Et moi, j'étais pas du tout de ce monde-là, puisque mes parents sont tous les deux ouvriers. Mon papa travaillait dans le bâtiment, il a lui-même travaillé dans l'usine de ma ville quand il était plus jeune. Donc c'était un milieu qui me paraissait un petit peu éloigné, surtout au partir de ma province, comme on l'appelle ici. Et donc c'est ce moment où on réalise qu'on a un pouvoir et que si on commence à se mettre vraiment à fond dans le sujet, on peut arriver à toucher du doigt des questions qui sont importantes, donc que ce soit la question climatique, la question sociale, la question de la biodiversité également. Et moi,
le passage à l'acte, il s'est fait pendant une période qui a été un petit peu affreuse pour tout le monde, le premier confinement. Et en fait, moi, ça a été absolument la meilleure année de ma vie. C'est affreux de dire ça comme ça. Mais c'est l'année où j'ai pu me recentrer sur moi-même parce que quand on est jeune, on a un petit peu cette pression de constamment faire des choses, de sortir le soir, de voir plein de gens, etc. Et ça peut paraître hyper cool comme ça, mais ça nous coupe de nous-mêmes aussi parce qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer, on n'a plus le temps de se poser des questions. Et c'est dans cet ennui et c'est dans ce questionnement personnel que j'ai trouvé un petit peu la force et la motivation de me lancer avec un truc qui, moi, m'avait passionnée quand j'étais enfant, c'était le journalisme. Parce que j'avais un petit peu ce côté Claire Chazal à la télé qui nous informe de ce qui se passe dans le pays et dans le monde. Et c'est le truc absolument génial. Sauf que dans cette crise sanitaire qu'on a connue avec le Covid, dans les médias, on nous parlait uniquement de l'aspect sanitaire et de l'aspect économique, ce que je comprends absolument parce que c'est des choses qui étaient tellement exacerbées, qui étaient tellement impressionnantes qu'on n'avait pas forcément cette idée de se questionner sur le reste. Et en même temps, on avait des experts aussi que j'admirais, qui avaient un discours qui n'était pas du tout audible. Même moi qui étais à Sciences Po, parfois je me demandais à qui est-ce qu'il s'adressait parce qu'on comprenait la moitié de ce qu'il essayait de nous dire. Et alors qu'on était dans une pandémie. Donc ça veut dire que tout le monde, absolument tout le monde dans ce pays et dans le monde était touché. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise des mots qui sont absolument affreux, qui sont hyper techniques. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de lancer ma petite initiative à moi dans ma chambre, derrière mon écran, avec des conférences. Et donc je précise, et le titre devient assez évident, donc penser l'après, donc j'imagine que c'est une référence directe à ce que vous nous disiez à l'instant, on parlait beaucoup, on pensait beaucoup le maintenant, et vous disiez peut-être que le journalisme c'est aussi de penser l'après, et particulièrement le penser avec des mots simples. Alors comment est-ce que vous arrivez à faire un travail de vulgarisation sur des sujets aussi a priori complexes? Alors bon, on a vu tout à l'heure avec Xavier Brisebois qu'on peut dire très simplement des choses apparemment très compliquées. Mais alors, racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous le mettez en œuvre de votre côté. Alors forcément, du coup, j'ai essayé d'ouvrir le débat sur d'autres questions, donc les politiques environnementales, énergétiques, les inégalités également, parce que la crise, elle a profondément augmenté les inégalités, et ça, les médias n'en parlaient pas. Et en fait, ce qui a été assez simple dans ce côté vulgarisation, c'est que j'étais uniquement une étudiante, j'ai que 24 ans et je considère que je ne sais absolument rien sur le monde, donc j'ai tout à apprendre. Et forcément, mes questions, elles étaient simples et elles étaient hyper terre à terre. Et je pense que c'est ce qui a permis à beaucoup de citoyens de se retrouver dans ce que je proposais, c'est que c'était les mêmes questions que se posaient et pas des questions qui paraissaient un petit peu dans le côté sensationnel que recherchent les médias. On parle de penser l'après très concrètement. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, il y a plein de choses en fait dans penser l'après. On va discuter de vers où c'est en train d'aller parce que là encore, ce sont des initiatives assez intéressantes. Mais déjà, la base de tout ça, c'est des webinaires, c'est des discussions en ligne, c'est ça. Qui est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on entend? Racontez-nous. Ouais, j'avais lancé ça à la base à un moment où il n'y avait pas encore de webinaire, donc c'était un peu innovant. Maintenant, il y en a tout le temps et tout le monde en a marre, moi la première. Mais alors je vous rappelle, pardon Stacy, qu'on est regardé par beaucoup de personnes en ligne là, voilà, actuellement. Oui. On les salue, on les remercie et ils en ont pas marre et on les en remercie. Voilà, mais pardon, je voulais pas vous couper. Mais venez en vrai, c'est mieux. Regardez. Mais des experts, typiquement, si je prends une personne qui est très connue actuellement sur les questions énergétiques, Jean-Marc Jancovici, qui est un petit peu la figure de proue du mouvement un peu nucléaire, qui nous explique en quoi c'est important. Il y avait des acteurs aussi comme Laurence Subiana qui a été un petit peu la personne qui a été derrière aux manettes de la COP21, qui a été derrière Laurent Fabius, qui a vraiment été la petite main et qui a absolument créé le succès qu'on a connu. Un Gaël Giraud aussi qui est économiste et qui est absolument passionnant, c'est assez impressionnant. Et en termes de choses qu'on peut retrouver aujourd'hui dans Penser l'après, il y a effectivement cette série Penser l'après Covid-19, mais on a également parlé d'autres enjeux puisqu'on ne voulait pas être un média écolo, on voulait parler de vraiment toutes les thématiques et montrer que finalement tous les enjeux qu'on a aujourd'hui sont connectés. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité qui est aujourd'hui critiquée, je ne sais pas pourquoi, mais on en reparlera. Qui était un petit peu aussi le sujet du témoignage de tout à l'heure sur, oui. Sur le travail, les ateliers avec les collégiens sur lesquels on essaye de mettre en place des priorités et finalement on se rend compte qu'elles ont toutes un lien entre elles et que c'est peut-être une grosse priorité qui les rassemble toutes. Exactement. Du coup, la deuxième série était sur l'après-patriarcat. Parce que ça aussi, c'est une question. Je suis une jeune femme, donc je suis un peu à l'avant-garde, à l'avant-première de toutes ces conséquences. Et aujourd'hui, donc, on a toujours ces webinaires, toujours ces longs entretiens. Peut-être le patriarcat, pardon, juste un mot sur le patriarcat. Définir ce qu'est le patriarcat, ce que ça implique. Alors, le patriarcat, c'est expliquer concrètement qu'à la tête du pouvoir aujourd'hui, on a souvent des hommes blancs, soixantenaires,
et que c'est pas super parce que forcément ça contribue à faire persévérer des systèmes d'inégalité. En tant que femme, quand j'arrive dans une entreprise, on va moins me considérer parce qu'on considère que j'ai moins de compétences, j'ai moins de chances d'augmenter mon statut dans l'entreprise. Mais encore, il y a d'autres systèmes d'oppression. Si j'étais une personne racisée, en plus une femme, et que j'étais pas hétéro, etc., et que j'en parlais, ce serait pire parce que les inégalités vont s'accumuler et vraiment s'accroître, s'accumuler entre elles. Et ça, voilà, c'est quelque chose dont on essaye de parler. Typiquement, dans cette série sur la pré-patriarcat, on a parlé également de féminisme, donc évidemment sur le patriarcat, mais on a également parlé d'écologie, montrer que l'oppression de la femme et la destruction de l'environnement peuvent être liées, parce que c'est la conception même de ce qui est faible dans la société. La femme paraît faible, l'environnement paraît faible, il faut absolument le contrôler, le dominer. Donc voilà, c'est des sujets qu'on essaye de traiter le plus simplement possible, mais c'est pas toujours évident. Et alors justement, ces vidéos, on peut les regarder, hein. On tape Penser l'après sur un moteur de recherche et on tombe très facilement dessus. Mais pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on y retrouve, quelles sont les questions que vous leur posez à tous ces gens-là sur tous ces sujets-là? C'est quoi une question naïve sur un sujet comme ça? Alors, un truc qu'on fait toujours au début, c'est de définir les concepts. Parce que pareil, c'est un peu ce que vous venez de faire, me demander ce qu'est le patriarcat. Et voir aussi qu'il n'y a pas une seule définition des termes et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité de visions sur les sujets. Typiquement, si je vous pose la question de qu'est-ce qu'est l'écologie pour vous, vous allez toutes et tous presque avoir une réponse qui va être différente. Et c'est une façon de s'enrichir et de voir que on a des angles morts toutes et tous. Moi-même, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas au fait. Et donc, demander aux experts de faire ce travail, de vraiment expliquer chaque terme, parce que c'est important. Si je prends la question du nucléaire, qui est une question qui revient beaucoup dans les mouvements écolos, une question que j'ai posée à Jean-Marc Jancovici, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait être pour le nucléaire ? Pourquoi est-ce qu'on devrait être contre ? Et aussi les forcer donc à faire ce travail, de nous exposer les arguments pour et contre, parce que on est toutes et tous biaisés. Et voilà, c'est un petit peu ce travail qu'on essaye de faire aussi. C'est très intéressant tout ça. Et puisque on parlait de la définition des termes, et puisque Laurence Dufort est juste là, j'en profite pour rappeler que vous avez à votre disposition, cher public, un petit livret avec la définition de quelques-uns des termes qui ont sans doute été utilisés ce soir. Et pour vous qui nous regardez en direct sur le site web du CAUE de Paris, ce même livret se retrouve en version numérique dans les commentaires. Voilà, on fait aussi ce travail-là. Alors j'en profitais pour le signaler. On va peut-être dire un rapide mot sur une autre initiative. C'est la newsletter La Corneille et peut-être aussi raconter j'ai noté le mot, je l'ai oublié, il y avait camp dedans, non c'est pas un camp, non c'est pas du tout un camp, mais il y avait action dedans. Qu'est-ce que c'était déjà la suite, rappelez-moi. On est en train de créer des parcours d'engagement citoyen. Oui, voilà, donc rien à voir, il n'y a pas du tout de camp ni d'action, mais parcours d'engagement citoyen. Très bien, merci beaucoup Stécie. Sur La Corneille, en fait, moi, un des chemins aussi par lequel je suis rentrée dans ces sphères écolo, c'est ma passion pour la biodiversité, pour le vivant, parce que mes parents m'emmenaient quand même en vacances à la montagne quand j'étais gosse. Et un truc que j'aimais bien faire, c'était ramasser des choses dans la forêt et poser plein de questions, parfois qui étaient assez embêtantes pour mes parents quand ils ne savaient pas y répondre. Donc ces questions, je les applique aujourd'hui à la biodiversité parce que le climat aujourd'hui, maintenant, il monte assez bien dans les médias et dans la presse. C'est vraiment quelque chose qui commence à être traité de façon de plus en plus fréquente. Mais on a oublié la question de la biodiversité, du sensible. Aujourd'hui, ce que je reproche un petit peu au mouvement climat parfois, c'est qu'on a transformé ça en vraiment une discipline hyper technocratique. C'est-à-dire qu'on parle de concentration de CO2, de décarbonisation de notre mix énergétique, que des mots hyper compliqués et qui, moi, ça me fait pas vibrer en fait. J'ai pas envie de parler de théorie, j'ai pas envie de parler de gros concepts, de définitions. Si je suis motivée aujourd'hui, c'est même pas pour sauver l'humanité en fait, c'est juste pour le vivant. Parce que autant nous, si on disparaît, c'est notre faute, voilà, on est responsable. Autant le vivant, lui, n'a rien demandé. Et on est en train de détruire des écosystèmes qui ont mis des millions d'années à se construire. Et ça, c'est un peu plus embêtant quand même. Donc avec cette corneille, ce que j'essaye de faire, c'est de donner des clés un petit peu aux citoyens et citoyennes pour la comprendre, pour la connaître, mais également pour voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ce vivant et que dans les médias, personne n'en parle. Et c'est ce qui est en train de monter un petit peu, faire le lien entre la cause climatique
et la 6e extinction qu'on est en train de vivre. Parce que, en fait, si on veut parler de changement climatique, il faut parler de la biodiversité. Donc il y a un nouveau rapport qui vient de sortir entre le GIEC et l'IPBES, qui est la version biodiversité du GIEC. Et donc avec cette newsletter, pourquoi la corneille déjà ? Parce que en fait, c'est un animal qu'on a dans toutes nos villes, un petit animal, un petit oiseau noir, que vous appelez toutes et tous un corbeau. Et en fait, c'est pas un corbeau. Et donc, c'était un petit peu pour toucher du doigt le fait qu'on la méconnaît profondément et qu'il faut apprendre à s'en ressaisir et à la préserver surtout. Et avant de parler des parcours qui n'ont rien de camp, alors je ne sais pas quel lien j'ai fait dans mon cerveau à ce moment-là, mais peu importe. Avant de parler de ces parcours d'engagement citoyen, j'aimerais bien juste avoir la réaction peut-être d'Emmanuel Mouls que je voyais hocher de la tête pendant votre présentation, Stécie Algrin, sur tout ce qu'on vient d'entendre, sur ces différentes, sur ces actions, aux formes différentes, mais qui rejoignent une même cause, sur la question de l'intérêt de la biodiversité, sur la simplification aussi du vocabulaire. Ce sont tout un tas de sujets qui vous concernent aussi, je crois savoir, au sein de la Renaissance écologique. Oui, complètement. Et c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Je parle beaucoup de régénération du vivant. Dans la Renaissance écologique, on parle aussi d'agroforesterie, d'agroécologie. Dans les 24 chantiers, on parle d'eau, on parle des forêts, on parle de biodiversité. Et effectivement, ce sont des choses qui nous importent énormément. La protection de la nature et la régénération du vivant. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on entend une perruche qui passe. Parce qu'en fait, mon objectif cette année, c'était de connaître le chant des oiseaux. Voilà. Au jour de l'an, en fait, ça, c'était mon, comment on appelle ça, nouvelle résolution. Voilà, c'est ça, reconnaître le bruit des oiseaux. Donc, comme quoi, les comportements changent, n'est-ce pas ? Et ça m'émeut énormément de me rapprocher de la nature et de me reconnecter, et je gagne une certaine partie de bonheur par rapport à ça. Et avec la Renaissance écologique, en fait, on essaye aussi de pointer du doigt que tout notre environnement est aussi important, et c'est ce qui fait en fait que on a un plaisir de vivre, on peut prospérer, et voilà. Et on va arriver bientôt à la fin de nos discussions, et on va vous redonner le micro dans un instant à vous qui êtes avec nous et à vous qui nous regardez aussi sur Internet. Mais alors, voilà, je l'ai annoncé, alors je ne sais pas ce qu'on peut en dire, je crois que c'est encore du projet, c'est encore en cours, mais ça rentre bien aussi dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, et notamment avec Xavier Brisebois, de comment est-ce qu'on passe à l'action soi-même, comment est-ce qu'on incite autour de soi à passer à l'action. Ce parcours engagement citoyen, pour mieux le nommer, si vous voulez nous le présenter, Stécie Algrin. Oui, bien sûr. Du coup, avec Penser l'après, on a passé un an maintenant à penser l'après. Donc, c'était vachement le domaine de la pensée, théorie, etc. Et il y a un moment donné où on est frustré parce qu'on se dit OK, maintenant, so what, en fait. Une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, qu'on sait tout ce qui va pas, tout ce qui va mal dans notre société, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que oui, en effet, il y a des solutions, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur les réseaux, dans des associations. Mais on se sent un petit peu faible, je pense, face à tout ça, et un petit peu seul, surtout isolé. Donc l'idée avec ces parcours d'engagement citoyen, c'est dans le cadre de notre prochaine série qui va traiter de penser l'après-agriculture intensive. Ça, c'est un gros morceau aussi. On aura toujours nos longs entretiens avec des experts, c'est notre volet éducation. On aura un volet inspiration, donc mettre en avant, en lumière les initiatives qui participent déjà à rendre réelle cette transition agroécologique et la transition alimentaire. Et le dernier volet, une fois qu'on a compris tout ça et qu'on a vu tout ça, c'est on va accompagner une promotion de 30 citoyens et citoyennes pendant 66 jours pour leur permettre d'adopter une alimentation qui soit bonne pour eux, mais aussi pour la planète. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Concrètement, c'est qu'on va recruter donc, ces 30 citoyens et que chaque semaine, on va traiter d'une thématique. On en a identifié 8, de la fourche à la fourchette, jusqu'à l'action citoyenne, donc notre changement dans la vie quotidienne, en prenant en compte les barrières personnelles, que ce soit le temps, l'argent, mais également son statut. Est-ce que je suis étudiant ? Est-ce que je suis père ou mère de famille ? Et donc chaque semaine, le lundi, vous recevez un mail avec des questionnements, voilà, des choses à se poser comme question. Quelle est ma vision de la thématique ? Du contenu, parce que évidemment, il faut essayer de déconstruire sa vision, un défi, et ensuite on se retrouve toutes et tous le samedi en présentiel à Paris
pour faire un débrief de cette action, mais également commencer à agir, commencer à changer avec des actions en collectif. Typiquement, si je prends le menu que je mange toute la semaine, il est un petit peu limité. Pourquoi ? Parce que j'ai mes compétences en cuisine qui ne sont pas incroyables parfois. Donc avec un cours de cuisine, montrer que changer son assiette, c'est simple, ça c'est déjà un petit pas. Et puis il y a l'action aussi, la force du collectif. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que seul, on ne sait pas par où commencer. Donc nous, en tant qu'organisation, on va faire tout ce travail de les prendre par la main et de les accompagner pendant 66 jours pour qu'ils sachent vraiment par où commencer et qu'à la fin, ils disent « Ok, maintenant j'ai compris à quel point est-ce que moi je veux changer ». Parce que ça aussi, c'est un des aspects du programme. C'est pas de leur dire qu'il faut absolument devenir vegan demain. C'est de leur dire qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement et que c'est eux à leur rythme aussi qu'il faut changer. Où est-ce qu'on s'inscrit ? Qui peut s'inscrire ? 30 personnes, c'est pas beaucoup quand même. On est un peu plus que ça. Est-ce que vous nous faites rentrer quand même ou pas ? Ouais, non. En fait, il y aura plusieurs promotions. L'idée d'avoir 30 citoyens et citoyennes, c'est parce qu'on veut que ça reste quand même cette ambiance de on est ensemble, on est tous ensemble dans cette galère. Et les inscriptions, elles seront ouvertes à partir de novembre, puisque le lancement de la première promotion sera en janvier. Et qu'on aura d'ailleurs un événement de lancement en septembre, ici à Paris, en présentiel, où on aura donc des conférences autour de l'agriculture et de l'alimentation. Une conférence fresque avec la fresque agriculture-alimentation, pareil, un petit peu comme la vôtre. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressés, suivez notre aventure sur les réseaux sociaux et puis on vous tiendra au courant. On vous trouve effectivement notamment sur Facebook, sur Instagram, très actif, Pensez l'après. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir comment en une année finalement vous avez réussi à avoir autour de vous toute une communauté ça fait plaisir, c'est bien, c'est plein ça rend optimiste en tout cas toutes ces initiatives là. Merci beaucoup Stécie Algrin qu'on va applaudir aussi pour votre témoignage, qu'on remercie. Et on arrive à la fin de notre discussion. Comme tout à l'heure, Charlotte est toujours là, si je dis pas de bêtises, je la vois plus, mais je suis sûr qu'elle est pas très loin. En tout cas, je suis sûr que si vous levez la main bien haut pour, là encore, participer aux discussions, on a une... Ah non, c'est pas une question, c'est Charlotte justement qui arrive. Mais voilà, je crois qu'il y a une question au dernier rang, si je dis pas de bêtises. Peut-être le temps que le micro vous soit donné. Peut-être juste Xavier Brisebois sur ce qu'on a entendu et notamment sur ce dernier point, qui s'appelle le parcours engagement citoyen. Vraiment, c'est bon, on va y arriver, exactement. Vous les suivez aussi, ces initiatives-là. Vous nous avez montré tout à l'heure beaucoup d'études et on comprend que dans votre travail, il est question de les recenser, ces études, et peut-être de les mettre en lien les unes avec les autres pour créer un propos un peu plus large. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur des exemples de ce type-là ? Est-ce que vous avez est-ce qu'on sait combien ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça implique ? J'imagine que 30 personnes qui participent à un événement comme celui-ci, c'est pas 30 mentalités qui changent. J'imagine que c'en est peut-être le double, peut-être 10 fois plus. Vous avez des retours là-dessus ? En fait, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a une grande diversité de choses qui existent. D'un côté, on voit effectivement qu'il y a un effet boule de neige, ça existe. S'il y a quelques personnes qui commencent à faire quelque chose, ça va concerner leur environnement, leur entourage, les gens autour d'eux. Et récemment, j'ai participé à une étude à Lyon sur la santé et la mobilité où quelqu'un rapportait justement qu'elle avait commencé à faire plus de trajets en mode actif pour aller au travail et où finalement dans l'année de l'expérimentation, elle a vu autour d'elle beaucoup de ses collègues se dire « Ah oui, c'est vrai que moi aussi je pourrais prendre le vélo ». Et donc, cet effet d'entraînement, il existe. La grosse difficulté, c'est de le mettre en place parce que c'est pas du tout systématique. Et ce qu'on a très fréquemment, c'est qu'on a des initiatives qui sont très bien construites et très intéressantes, mais qui en fait mobilisent des gens qui sont déjà très impliqués, qui du coup sont contents et font des choses très intéressantes, mais ne sont pas forcément la cible. Et le plus dur, c'est d'aller recruter ceux qui s'en fichent, ceux qui veulent pas savoir, etc. Et ceux qui peuvent pas, ceux qui n'ont pas le temps, enfin tous ceux qui ont du mal à avoir. Et en fait, c'est le plus dur de la bataille. Et si vous y arrivez, continuez comme ça parce que c'est vraiment pas facile. Après, je peux détailler, mais bon. On y a pensé un petit peu. Oui, on y a pensé un petit peu parce qu'en effet, le risque avec ce genre de programme, c'est qu'on se retrouve avec uniquement des petits écolos comme nous. Pour assurer un minimum de diversité, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer des partenariats avec des associations, typiquement Unicité qui va chercher des jeunes pour les impliquer dans le service civique, des personnes qui travaillent dans des maisons de quartier
pour avoir à chaque fois au moins 5-6 places qui soient réservées à ce type de public et petit à petit augmenter la jauge pour que ça devienne des ambassadeurs aussi dans des quartiers prioritaires de Paris, dans des communautés qui sont un peu plus éloignées en effet de ces engagements. Parce que oui, si on reste dans des sphères de convaincus, on va tourner en rond et puis à la fin, on n'aurait rien changé du tout. Et Emmanuel Mouls confirme aussi. C'est une problématique, j'imagine, que vous avez de... Oui, c'est vrai. Hein. Oui, complètement. Ça n'a aucun intérêt de jouer des ateliers de la fresque de la Renaissance écologique avec des personnes qui sont déjà concernées et qui savent tout ce qu'il faut faire, etc. Bon, ça a un petit intérêt quand même. Ah bah oui, c'est super, voilà. Mais effectivement, ça a un intérêt, oui, parce qu'on sait qu'on va avoir des nouveaux animateurs et qu'ils vont diffuser la renaissance écologique, mais le but, effectivement, c'est aussi d'emmener d'autres personnes et de convaincre, et voilà. Est-ce qu'on aurait des questions du côté du public ? Une question sur Internet de Suzanne Cook qui nous demande si le projet des 30 citoyens sera accessible à l'international, parce qu'elle nous suit depuis les États-Unis et du coup demande si c'est que en France ou à l'étranger. Je sais pas, mais on recherche des financements, donc si l'international nous écoute, aidez-nous. Eh bien, l'international vous écoute. Il faudra peut-être prendre contact avec Suzanne. Effectivement, on a des commentaires qui nous arrivent dans le chat. On a une question au deuxième round, monsieur qu'on connaît déjà, puisqu'on vous a entendu tout à l'heure, mais si vous voulez vous représenter, Hippolyte, c'est bien ça. Oui, j'ai une question pour rebondir à ce que vous avez dit, Stécie, sur le parcours engagement citoyen. À Roubaix, ça fait plusieurs années qu'il y a une initiative qui existe et qui a pour objectif d'engager des familles issues de quartiers défavorisés dans le zéro déchet. Est-ce que vous cherchez à travailler avec les pouvoirs publics, donc à différentes échelles, régionales ou pourquoi pas même le gouvernement ? Et est-ce que les pouvoirs publics peuvent être un soutien autant financier que, je sais pas, matériel, organisationnel ? Est-ce que vous arrivez à trouver ce répondant de leur part ? Pour l'instant, on en est encore à la phase de vraiment établir les objectifs. On a le lancement qui est prévu en janvier et on commence à se rapprocher d'acteurs un peu plus institutionnels comme l'ADEME qui soutient beaucoup ce type de projet. Sinon, on ne va pas se mentir, quand on est une petite structure, qu'on est tout jeune et qu'on veut en plus agir pour le changement, il n'y a pas grand monde qui est prêt à mettre de l'argent sur la table. Donc au début, c'est notre argent personnel, c'est le temps de bénévoles, donc des étudiants et des étudiantes ou même des jeunes professionnels qui est sur la table. Et je pense qu'il faut faire aussi une campagne de changement dans ces institutions pour leur montrer que les petites structures ont aussi besoin d'accompagnement et de soutien. Et puisqu'on a Laurence Dufort qui est avec nous, directrice du CAE de Paris, sur cette question justement des financements, plus largement de la manière de mobiliser les pouvoirs publics pour aller vers ces actions-là, c'est un peu le travail du CAE aussi d'une certaine manière, le CAE de Paris qui est une association indépendante, mais qui par des financements aussi de ses partenaires arrive à mettre en place des événements comme les petites leçons de ville d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça répond un peu à la demande d'Hippolyte, mais en tout cas, vous êtes aidé par les pouvoirs publics pour mener à bien toutes vos actions. Oui, en partie. La preuve, la mairie du 14e nous accueille aujourd'hui sur son parvis et nous fournit du matériel pour qu'on puisse recevoir en présentiel notre public ce soir. Donc évidemment, les pouvoirs publics se mobilisent et peuvent apporter des soutiens à ce type d'initiative. Mais c'est certain que c'est un travail de longue haleine de mobiliser ces financements. Et si on a une petite dernière question, peut-être, Madame au dernier rang, et vous allez conclure cette séance de questions. Je ne sais pas si c'est... je vais vous mettre aucune pression à partir de là, hein, mais en tout cas, on vous écoute avec grand plaisir. Alors, au départ, on avait parlé des habitudes qu'on a. Et je trouve qu'il y a peut-être en ce moment une mauvaise habitude qui s'installe, c'est qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui commandent énormément sur Amazon. Et je trouve que c'est trop la facilité. On m'a dit que, c'est ma fille qui m'a dit que des gens, même pour acheter une règle, une gomme, ça passe par Amazon, ils ne payent pas le transport parce qu'il y a Amazon Premium, donc pas de transport, et je trouve que c'est complètement absurde et qu'il ne faut surtout pas il ne faut pas prendre ce pli-là. Voilà. Mais c'est pas facile de revenir en arrière aussi. Tout à l'heure, vous nous montriez un escalier, Xavier Brisebois, avec les habitudes qu'on va prendre et qui peuvent permettre de passer d'un état à un autre au fur et à mesure. Et il y avait la flèche dans un sens et la flèche dans l'autre sens.
est-ce qu'elles sont vraiment équivalentes ces deux flèches, Xavier Brisebois? Est-ce qu'on descend pas plus vite qu'on ne remonte? Je peux pas répondre comme ça. Mais je peux dire qu'il y a un truc qu'on appelle le piège du luxe, qui est qu'effectivement, une fois qu'on a commencé à profiter de quelque chose de facile et de sympathique, c'est quand même beaucoup plus difficile d'en sortir que quand on fait un truc infernalement horrible où on arrête plus facilement, évidemment. Et je précise juste que on parlait de manipulation tout à l'heure et d'éthique, mais en fait, c'est tout autant manipulatoire de mettre en place les conditions d'un certain accès à la consommation que de faire l'inverse. Voilà, c'était un exemple qui allait dans le sens de ma réponse de tout à l'heure. Effectivement, c'était un commentaire qui nous avait été fait à propos du nudge. En tout cas, merci Madame de le rappeler, et ça fait partie effectivement des choses dont nous avons parlé également lors d'une précédente petite leçon de ville. Je vous prie de m'excuser de revenir sans cesse sur ces épisodes-là, mais parce que j'ai pris un très grand plaisir toute cette saison à animer chacun de ces épisodes-là, et à titre personnel, je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus. Et voilà, j'en profite pour remercier très chaleureusement le CIE de Paris de m'avoir confié cette mission-là cette année et quelques années auparavant déjà. Voilà, merci, et merci Laurence. Peut-être juste un mot, Laurence, pour conclure justement cet épisode de ce soir, et peut-être plus largement le cycle. Est-ce que le pari était réussi? Je me rappelle qu'au début, les premières réunions, lorsque vous prépariez toutes ces thématiques avec Charlotte Van Desburg et Clémence Bourdier, il y avait cette idée de ne pas plomber tout le monde, quoi. Il ne fallait pas plomber l'ambiance. C'est quoi le mot déjà? Il ne fallait pas casser l'ambiance en soirée, c'est ça? Il fallait rester positif malgré le sujet quand même un peu compliqué. Est-ce qu'on a réussi à tout ça selon vous? Au public de nous le dire, je pense, parce que voilà, nous, effectivement, on avait envie d'être dans une logique dynamique et d'emporter avec nous et de faire partager notre envie d'agir le public de ces petites leçons. Et je pense que les nombreux intervenants qui nous ont fait le plaisir de partager leur expertise, leurs expériences, leurs témoignages au cours de ces 10 soirées nous ont montré que des choses étaient possibles, nombreuses et variées, qu'il y avait beaucoup d'actions qui se mettaient en place sur tous les sujets. Donc effectivement, on a commencé par une soirée un peu dure où on faisait un état des lieux sur la crise climatique, la crise de la biodiversité, et voilà, on a quand même fait un état des lieux, un constat de la situation actuelle qui était réaliste, et il faut quand même partir de ces données concrètes pour savoir quelles sont la hauteur des marches à franchir, et Dieu sait qu'elles sont élevées. Mais ensuite, au fil de ces soirées, on a découvert de nombreuses expériences, de nombreuses actions qui étaient mises en œuvre, tant sur les questions de valorisation des ressources, de changement des modes de consommation, de gestion des déchets, de transformation des modes de construction, de gestion de l'eau, d'attention portée à la biodiversité, de transformation des modes de déplacement. Et puis ce soir, de ces questions de mobilisation, d'engagement citoyen, de changement des comportements. Alors quand on a invité Xavier, en fait, nous, on avait envie de parler du déni. Notre question, c'était pourquoi on ne fait rien? Qu'est-ce qui explique notre inaction? Et lui nous a dit, mais non, moi, c'est pas ça mon sujet. Moi, je veux changer les comportements. Le déni, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des moyens de faire changer les comportements. Et c'était beaucoup plus intéressant, en fait. C'est vrai que c'était bien davantage dans la logique de notre cycle, donc une bien meilleure conclusion, merci. et voilà, est-ce que Stécie ne disait pas aussi, vous avez remarqué, elle disait qu'elle a démarré ce projet toute seule dans sa chambre, et puis finalement au fil de la conversation on l'entendait nous dire on. En fait, d'une seule elle est devenue plusieurs, et aujourd'hui elle a une équipe de 25 personnes je crois autour d'elle qui l'accompagnent dans ce projet, donc c'est fabuleux en fait de voir qu'en 6 mois, 8 mois, 10 mois, combien de temps? 1 an peut-être maintenant. J'arrive pas à parler. Ça fait 1 an et 3 mois maintenant, et en effet c'est 25 étudiants, étudiantes et aussi jeunes actifs qui se bougent pour faire vivre cette organisation et toutes les autres, parce que derrière tous les mouvements de la jeunesse aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes qui essayent de faire changer les choses. Et je voulais rappeler un truc, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une génération climat, il y a des générations climat, et tout est toute partie en fait, peu importe votre âge. Et je pense qu'il faut arrêter de mettre toute la pression sur nos petites épaules de jeunes, parce que vous aussi, vous êtes importants. Et ben voilà qui est entendu et qui est applaudi ici. Merci, merci pour ce mot.
Voilà, merci à tous pour cette soirée de conclusion de ce cycle, effectivement, qui achève 10 années de petites leçons de ville. Donc, c'était 56 soirées. Donc, ça commence à faire pas mal de soirées. Merci. Je vois certains participants qui ont dû suivre les 56 ou pas loin parmi nous ce soir. Donc, merci pour votre assiduité. Et voilà, j'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas encore le cycle, vous irez avec plaisir découvrir toutes les vidéos qui sont en ligne sur le compte YouTube du CAE de Paris. Et puis, donc, ces 56 soirées, forcément, ça réunit énormément d'intervenants, 170 à peu près d'intervenants professionnels ou simples citoyens qui sont venus nous faire partager leur regard sur la ville. Donc, voilà, une série de rencontres passionnantes. Et encore merci à tous d'y avoir contribué. Merci beaucoup, Laurence Dufort. Et merci à nos intervenants, Xavier Brisebois, Emmanuel Mouls, Stécie Algrin. Nous étions en direct du parvis de la mairie du 14e arrondissement de Paris. Théma Prod était en charge de la diffusion web de notre soirée, et notamment Com Moalasquale Cérezal à la réalisation vidéo, et puis Arthur Versavo au son, ainsi que Anthony Belliot à la caméra mobile. Merci à eux trois. Avec la collaboration, je perds ma fiche, de Pierre-Philippe Passe, voilà, pour la mairie du 14e arrondissement. On le remercie vivement, c'est grâce à lui que tout ça est installé de cette façon-là. Lui et toutes les équipes qui l'accompagnaient, toutes les équipes de la mairie du 14e arrondissement, ainsi que la maire Karine Petit, l'adjointe à l'urbanisme Agnès Bertrand, qu'on a entendu tout à l'heure et qu'on remercie encore de nous avoir accueillis. Et puis, pour ma part, je remercie, je le disais tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'était un grand plaisir de faire toutes ces animations. Merci beaucoup au CAE de Paris. Merci beaucoup à toi, Laurence, ainsi qu'à Charlotte Van Desburg, Clémence Bourdier et Véronica Velasquez qui sont toujours à la manœuvre derrière chacune de ces soirées. Et puis merci à vous tous d'avoir été là ce soir, et puis à tous ceux qui nous suivent chaque mois. C'est toujours un grand plaisir que de pouvoir discuter tous ensemble comme on l'a fait ce soir et comme on le fait chaque mois depuis tout ce temps-là. Voilà, merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir.